Bien le bonjour les 5CEs et aujourd'hui nous allons parler BAM des archives de la Suicide Squad. Deuxième service, c'est bien évidemment le tome 2, c'est toujours publié dans la collection DC Classique. Il y a 536 pages et ça coûte 35 balles. 536 pages de pur plaisir à ne pas bouder. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le tome 1, il y a 4 volumes en tout, j'ai commencé la lecture du 3 hier et je pense pas faire une vidéo par volume parce que forcément, étant donné qu'il s'agit du même run, celui de John Ostrander, post-Crisis on Infinite Earths, on est entre 87 et 90, tout ça c'est du même tonneau, donc je vais pas m'amuser à chaque fois à pointer du doigt les défauts et vanter les qualités. Voilà. Sinon, je ne ferai que rabâcher, ok? Cela dit, je trouvais ça assez intéressant de parler de ce tome 2 parce qu'il a sa particularité. Ce bouquin, on pourrait le diviser en deux parties. Une première partie, une première moitié, avec la série Suicide Squad. Voilà. C'est exactement ce qu'on a été habitué à lire dans le tome 1. C'est toujours aussi bon. Des missions qui s'enchaînent aux quatre coins de la planète, impliquant bien évidemment les membres de la Suicide Squad. On fait le focus un peu plus sur Amanda Waller, qui gagne en charisme au fur et à mesure de l'avancée, de la progression de cette histoire, qui devient de plus en plus principale, centrale. Toujours ce côté film d'espionnage, bien qu'un peu parodique. Et puis, la grande force de l'écriture de John Ostrander réside dans le développement de ses personnages. On a une équipe qui est sans cesse fluctuante, avec par moments certains personnages qui sont écartés parce que tout simplement démis de leur fonction, ou alors blessés, ou même carrément tués, hein. Et donc on a des remplaçants de temps en temps, voilà, qui viennent s'ajouter, qui viennent grossir les rangs de la SS. C'est vrai que c'est bizarre de dire SS, on va rester sur Suicide Squad, quand même un peu plus sain comme terme. et de ce fait, eh bien, à chaque nouvelle mission, à chaque nouvel arc, on a cet ajout de 109 qui va venir rafraîchir les situations, rajouter des comportements, rajouter des caractérisations, et puis venir faire évoluer un petit peu le groupe. Et ça c'est très important. On est dans une constante évolution au niveau des rapports de groupe. On a même, j'ai envie de dire, un vrai suivi psychologique et social des personnages. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, si je prends l'exemple de Captain Boomerang, on voit ce qu'il fait en dehors de ses missions, quand il retourne à sa vie privée en fait. Et c'est marrant parce que du coup, étant donné qu'il est tenu en laisse par Amanda Waller, quand il est dans sa vie privée, pour continuer à s'adonner à ses larcins habituels, eh bien il va prendre l'identité d'un autre super criminel du DCverse. Je vous montre des visuels complètement au hasard, ça c'est pas forcément en rapport avec ce que je suis en train de dire, hein. Et puis je parle de suivi psychologique, on pourrait même le dire au sens propre en fait, tout simplement parce qu'on a un psychologue qui va suivre tout simplement les membres de la Suicide Squad. On a des toubibs, enfin voilà. C'est vraiment vivant, c'est très vivant et presque même réaliste, bien qu'il y ait toujours ce côté très parodique, bien évidemment. L'écriture de John Ostrander, c'est quelque chose d'assez, de toujours humoristique, mais sans jamais verser dans le burlesque. Un humour caustique qui lui ne verse jamais dans le vulgaire en fait, tu vois, c'est toujours un juste équilibre et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ça en fait jamais des caisses en fait. Et on retrouve bien évidemment Luke McDonnell au dessin. Et la particularité de Luke McDonnell, c'est qu'il aime bien faire des gros plans en fait sur les visages. Vous voyez par exemple, ici typiquement cette case là, ces cases. Il aime bien capter les expressions des personnages directement en faisant des plans très serrés sur les faciès. Et par moments ça me pose un peu problème, surtout lorsqu'il s'agit d'Amanda Waller, parce que elle est pas très jolie, hein. D'ailleurs il la dessine de manière très masculine je trouve, et quand on a des gros plans sur elle, eh bien t'as l'impression que c'est Bronze Tiger. C'est assez étrange. Mais voilà, c'est vrai qu'au dessin c'est pas très très fin. C'est même assez grossier par moments. Cela dit, ça reste quand même assez sympa. Je vous parlais de deux parties distinctes dans ce bouquin. La deuxième partie
consisterait en la publication de l'event, la directive Janus, voilà, je cherchais le terme, la directive Janus, un gros event immense, hein, voilà, très conséquent, c'est-à-dire que ça fait la moitié du livre. Vous avez 11 chapitres, mais Urban a décidé de n'en publier que 10. Alors ne vous en faites pas, ce n'est pas très important de ne pas avoir le 11e, puisque j'imagine qu'il s'agissait là d'une conclusion tout à fait dispensable et inutile, puisque cet event prend bel et bien fin à la fin du chapitre 10. Voilà, donc c'est pas grave de ne pas avoir le 11e. Et la directive Janus, comme j'explique, donc c'est un gros event qui implique beaucoup d'organisations secrètes de l'univers d'ici. Donc on a bien évidemment la Suicide Squad, on a Checkmate et on a des organisations bien plus obscures comme la Force de Juillet. Et si le propos est assez intéressant dans la forme, puisqu'il s'agit là d'un règlement de compte entre toutes ces organisations de super-vilains, enfin de super-vilains pas que, hein, mais des organisations secrètes, qui du jour au lendemain vont se livrer à une guerre sans merci entre elles, sans raison apparente. Bien évidemment, tout le sel du scénario réside dans le fait de découvrir qui a commencé la guerre, hein, voilà. Pourquoi, voilà. Le but, ça va être vraiment de savoir pourquoi et qui a commencé. Et en fait, le mystère est fait à ce niveau-là, bien évidemment, puisqu'il s'agit là du scénario. Et donc, si le propos semble assez intéressant dans le fond, je trouve que dans la forme, il l'est beaucoup moins. Pourquoi? Déjà d'une, parce qu'on fait appel à plusieurs séries distinctes. C'est-à-dire qu'en fait, la directive Janus fait appel à la série Firestorm, fait appel à la série Checkmate, fait appel bien évidemment à la série Suicide Squad de John Ostrander, fait même appel à la série Manhunter en fait. Donc on a beaucoup de séries avec pas mal d'équipes créatives qui s'enchaînent, bien qu'on ait quand même un fil rouge qui ressort de tout ça. Et évidemment, le but de ce volume, les archives de la Suicide Squad, n'étant pas forcément de vous présenter les autres équipes comme Checkmate ou la Force de Juillet, on se retrouve avec une surabondance de personnages dont on ne connaît rien, ni les principes, ni le background, ni les capacités, ni les super pouvoirs, enfin voilà. Et donc du coup on se retrouve avec une surenchère de personnages comme ça, complètement anecdotiques, qui viennent se foutre sur la gueule dans une joyeuse explosion de tripaille. Voilà, c'est assez violent et c'est explosif. Il y a ce côté parodique du cinéma d'action des années 80-90, tu sais, avec des mecs à gros bras qui sont sur des Gatling guns comme ça, qui tirent sur tout ce qui bouge, dans des hélicoptères, bam, 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 des mecs qui sautent de bagnole en bagnole, des courses-poursuites. Il y a vraiment ce côté too much dans l'action. On est beaucoup moins dans l'espionnage que ce n'était le cas sur le run de base de John Ostrander sur la Suicide Squad. C'est beaucoup plus bourrin et donc on a tous ces personnages qui viennent là, dont tu ne connais rien. Et du coup tout ça, ça rend les enjeux assez illisibles jusqu'aux 3/4 de l'histoire. Ouais, parce qu'en fait, en très gros, il faudrait que tu aies lu en parallèle la série Firestorm des années 80, la série Checkmate de la même période. Enfin voilà, c'est compliqué quoi. Donc c'est pour ça que j'avais un peu des soucis sur cet event, qui reste tout de même très agréable à lire, malgré ce côté très confus. Ça reste quand même très très bon, faut le dire, puisque tout rentre dans l'ordre à peu près aux 3/4 du scénario, au moment de la révélation. Là, tout redevient à peu près lisible en fait, notamment au niveau des enjeux, donc c'est pas si problématique que ça. Les enjeux, parlons-en. Je vais ouvrir, parce que là je suis dans un four, pour une fois qu'il fait beau ici. Les enjeux, parlons-en, peut-être beaucoup trop conséquents pour n'impliquer que des organisations telles que la Suicide Squad et autres. Pour moi, là, ça nécessiterait carrément l'intervention de la Justice League, quoi. C'est beaucoup trop violent, c'est beaucoup trop gros. Ici, on retrouve sur cette page, que j'ai pris complètement au hasard, mais c'est très bien, ça va servir mon propos, ce genre de procédé scénaristique que je trouve assez facile, où on fait mourir devant vous un personnage, vraiment. C'est-à-dire qu'on le crible d'une quinzaine de balles, qu'il le transperce de part et d'autre. Donc tu te dis, lui il va pas se relever, d'autant plus que c'est juste un mec avec une armure, quoi, tu vois. Et là tu vois clairement que les balles traversent l'armure.
Donc en fait on te fait mourir un personnage sous les yeux et puis 2 pages après en fait on t'explique que non ça va, il va bien. Et ça c'est un procédé qui est très souvent utilisé, enfin peut-être pas très souvent mais en tout cas assez souvent utilisé par John Ostrander et avec lequel j'ai du mal quand on me ment comme ça sur le devenir d'un personnage ou sur une tragédie. Pour moi il faut assumer quand tu fais mourir quelqu'un, surtout quand c'est mis en scène de cette manière là avec du sang, avec des impacts de balles. Si 2 pages après on le voit avec juste un bras dans le plâtre sur un lit d'hôpital et puis la tête bandée, voilà, en train de boire un soda, ça m'emmerde parce que quelque part tu mens sur le propos quoi. Et ça c'est assez récurrent malheureusement. Cela dit, John Ostrander ne se fout quand même pas complètement de notre gueule. Je vous montre des trucs complètement au pif, donc ça se peut que je vous remonte sans arrêt la même page. John Ostrander ne se fout pas complètement de notre gueule parce qu'il y a quand même des répercussions, il y a quand même des personnages qui meurent, comme j'expliquais au début de la vidéo, et des personnages qui sont lourdement blessés, il y en a qui changent complètement de personnalité, donc c'est jamais prévisible ce qui se passe là-dedans. Et c'est ça l'autre grande force de l'écriture d'Ostrander. Vous voyez, on retrouve ce côté ici sur cette page testostéroné du cinéma d'action des années 80. Et puis un autre truc qui m'emmerde un petit peu, c'est la condition de Duchesse. Duchesse, c'est un personnage féminin Rambo-like, hein, c'est-à-dire que, enfin, je vais essayer de vous la trouver. Hein. Elle fait 2,50 m de haut, elle a des muscles 5 fois plus gros que les miens, et puis elle est toujours dans l'outrance, en fait. C'est-à-dire qu'elle a toujours une mitrailleuse chargée, en train de tirer sur tout ce qui bouge à chaque fois que tu la vois. Hop, la voilà. Juste ici. Ça, c'est Duchesse, donc. Un personnage assez mystérieux à la base. Et le problème, c'est qu'elle spoil elle-même sa condition. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas celle pour qui elle se fait passer, mais c'est elle qui te le dit. Au travers d'une bulle de pensée sur une case, à un moment précis du bouquin, elle t'explique clairement, alors elle t'explique pas ce qu'elle va faire, mais elle t'explique clairement qu'elle n'est pas celle pour qui elle se fait passer. Et même si toi tu t'en doutais, t'as pas forcément besoin qu'elle vienne te le confirmer, parce que ça c'est ce qu'on appelle du spoil. D'autant plus que ça va être assez important pour le tome 3, parce qu'en fait une autre grande force de l'écriture de John Ostrander, c'est de développer parfaitement ses personnages, comme j'expliquais, même des personnages secondaires qu'il va rajouter comme ça au fur et à mesure de son run. Eh bien il y a toujours un moment, il va les mettre sur le devant de la scène, et il va limite leur consacrer un arc à part entière. Ça c'est la grande force de John Ostrander, c'est même le dernier de la classe, il le prend, il te le met devant et en fait il lui dédie un arc à lui tout seul en fait. Donc tous les personnages prennent de l'épaisseur, surtout Amanda Waller. Ouais, fallait que je la fasse. Et donc, concernant cette storyline sur Duchesse, eh ben, t'es déjà spoilé avant de tomber sur l'arc qui va la concerner parce qu'il y en a un et c'est dans le tome 3 que j'ai commencé à lire. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur les archives de la Suicide Squad tome 2. C'est toujours très bon, c'est de l'excellente lecture. Moi ce matin j'ai demandé sur le Discord pourquoi, enfin, est-ce qu'Amanda Waller est un personnage central du film de Suicide Squad de James Gunn, parce qu'en fait, avec ce que j'ai lu dernièrement sur elle, j'ai vraiment envie de la découvrir au cinéma, sous sa meilleure forme. C'est un personnage qui me captive, je l'aime pour les mêmes raisons que j'aime Lex Luthor, tu vois, c'est-à-dire que ce sont des génies, manipulateurs, extrêmement durs, avec une volonté de faire, calculateurs, et surtout mystérieux. Toujours une part de mystère sur ces personnages, c'est pour ça que ça les rend intrigants et captivants à la fois. Et je pense que je pourrais me prendre à coton-tige dans le pif pour aller voir The Suicide Squad de James Gunn si jamais on m'avait répondu qu'Amanda Waller effectivement était un des personnages principaux du film. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Donc là je m'adresse directement à Warner, même si je sais qu'ils regarderont jamais cette putain de vidéo. Warner Bros, vous nous cassez les couilles avec votre white bashing, votre black washing à tout va là. Plutôt que de coloriser des personnages blancs, mettez en avant des personnages noirs et faites-le avec Amanda Waller. C'est-à-dire que si vous voulez faire un film The Suicide Squad, vous mettez Amanda Waller en personnage principal. Parce que c'est quand même la directrice du truc et c'est le personnage le plus captivant du groupe en fait. Voilà, faut quand même le dire. Lisez ça et vous allez vous en rendre compte. Donc moi ça m'énerve comme ça qu'on donne pas leur chance à des vrais personnages blacks et qu'on choisisse d'en coloriser d'autres qui sont blancs à la base. Tu vois, ça c'est un truc qui me casse les couilles, mais j'en ai déjà parlé. Bref, quoi qu'il arrive, ça c'est excellent. Voilà, la directive Janus qui est un gros event qui prend la moitié du bouquin comme j'expliquais, peut-être un petit peu en dessous du reste, honnêtement. En tout cas c'est mon avis. Voilà, pour ce côté trop
trop blockbuster, caricatural, pour ses enjeux trop gros pour des personnages subsidiaires. Enfin voilà. Cela dit, ça reste quand même très bon, je le dis. Je suis en train d'attaquer le tome 3, si j'ai des choses à rajouter, je ferai une vidéo pour parler du tome 3, mais pour l'instant c'est du même tonneau de ce que j'ai déjà lu, donc pas la peine d'en parler, sinon je vais passer pour un vieux qui radote. C'est excellent, courez, vous achetez ça, ça coûte 35 balles les petits gars, mais c'est génial, il y a 536 pages, donc on se fout pas de ta gueule. Voilà, t'as plusieurs heures de lecture devant toi, et puis tu vas enfin découvrir la Suicide Squad telle qu'elle devrait être au cinéma, bordel de merde, c'est génial. T'as un goût de reviens-y, tu vois, tu sais, ça. T'as envie de te lécher les doigts quand t'as lu ça, tu vois, un peu comme au KFC. Allez, ciao les zincs, finger linking good. Ciao les zincs.